Bonjour à tous et bienvenue. C'est encore Martin Godbout. Bienvenue, bienvenue à Grande Culture, Grandes Idées. Alors, si vous me suivez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et si vous êtes des habitués, merci d'être encore là. Ça fait vraiment plaisir. Avant de commencer, j'aimerais vous dire, vous rappeler, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires vos questions, vos réactions, vos suggestions. Je les lis. J'en ai pas des millions. On va être un. Et je vais tâcher de répondre. C'est ce qui rend ces vidéos intéressantes, l'exercice intéressant. C'est vous, c'est la- l'échange du message. Alors, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on plonge dans l'Amérique du Nord vers 1750 encore. Et puis, plus précisément, on va s'intéresser aux Britanniques. On a parlé des Français, mais les colonies britanniques. Ce qu'on appelle les 13 colonies. On va voir ensemble c'est quoi les colonies. Le Vermont, c'est pas dans les 13 colonies. Euh, on va voir ensemble où ils sont, combien ils sont, la géographie, encore un peu de démographie, parce que ça, c'est fondamental pour comprendre la suite. On va parler aussi de leur économie, le tabac, le bois, le commerce maritime, les plantations. C'est une société qui bouge, qui croît, qui s'enrichit et qui a faim de territoire. Euh, dans l'économie, quand je parlais de la Nouvelle-France, on parlait surtout du castor, hein, les fourrures. Ici, j'ai mentionné quand même beaucoup d'activités. Euh, euh, les 13 colonies ont une économie, pardon, beaucoup plus forte. Quant à l'aspect militaire, je vais en parler, oui, mais pas beaucoup, parce que je vais aborder ça dans le contexte du début de la guerre de 7 ans, qui va être dans la prochaine émission, donc très bientôt. Et vous allez comprendre pourquoi. Grosso modo, il y a un réajustement dans l'organisation militaire, les priorités militaires, l'organisation, la tactique et la stratégie militaire britannique, qui s'opère un peu sur le tard, mais qui va s'opérer d'une façon très efficace à ce niveau-là. Au 18e siècle, on peut prendre des notes pour les experts militaires. Alors bon, ben, c'est parti. Installez-vous confortablement. Alors, bon, encore des cas. Au milieu du 18e siècle, la présence britannique en Amérique du Nord représente l'une des réalisations coloniales les plus remarquables de l'histoire moderne. Le long de la côte atlantique, depuis les rivages balayés par les vents du Maine. En fait, le Maine n'existe pas, ça fait partie du Massachusetts. Le Maine va être détaché du Massachusetts et s'appeler le Maine et former un État avec deux sénateurs en 1820. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller lire sur le compromis de 1820. Bon, ce territoire-là, il y a une zone qui est toujours un peu qui est disputée, là, c'est pas découpé tout à fait comme ça. Mais donc, ça ici, il y a peut-être un anachronisme. Il y a certainement un anachronisme sur cette carte. La zone est disputée, mais toujours est-il, le Maine fait pas partie des 13 États, il fait partie du Massachusetts. OK. Ensuite, on a le New Hampshire. OK. Le Vermont, j'en parle pas, c'est en 1791 qu'il va devenir un État, mais il n'est pas, ce n'est pas une colonie britannique en 1754. Donc, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, l'État de New York, la Pennsylvanie qui est ici, ensuite le New Jersey, on a le Maryland avec Baltimore, OK, donc la Caroline, la Georgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord et la Virginie. Comment j'ai pu oublier la Virginie? Bon, je m'excuse. Le premier État, enfin, l'État des présidents. Bon, voilà. Alors, on a ces 13 colonies-là.
Pourquoi je vais continuer? Je vais garder le focus. Donc, la côte atlantique s'est balayée par les vents jusqu'aux marais chauds et humides de la Géorgie, parce que la Floride est espagnole. Cette île 13 colonies distinctes, chacune dotée, et ça c'est important, de son propre caractère, de ses propres institutions et de ses propres ambitions. Ces colonies occupent une bande de terre relativement étroite entre l'océan Atlantique à l'est et la barrière naturelle des Appalaches à l'ouest, une frontière montagneuse qui, loin de constituer une limite définitive, attire au contraire la curiosité et la convoitise des colons les plus audacieux. En 1750, les 13 colonies comptent environ 1 200 000 habitants, un chiffre qui paraît modeste à première vue, mais qui prend toute sa signification lorsqu'on compare à la Nouvelle-France, qui à la même époque ne dépasse guère 70 000 âmes sur un territoire infiniment plus vaste. La croissance démographique des colonies britanniques, est proprement spectaculaire. Il n'y a pas vraiment d'autre mot. La population double en moyenne tous les 25 ans, sous l'effet conjugué d'un taux de natalité élevé, d'une mortalité de taux de natalité élevé et d'une mortalité infantile qui est en relative diminution. On est au 18e siècle. C'est quand même donc c'est des résultats qui sont bons pour le 18e siècle. Et aussi, il bénéficie, contrairement à la Nouvelle-France, d'une immigration continue en provenant des îles britanniques, mais les îles britanniques n'ont pas de monopole. C'est ça que je vais vous montrer. Il y a l'Allemagne, il y a l'Irlande et il y a même la France. Il y a des Français qui vont s'installer dans les 13 colonies en partant de la France et non pas de la Nouvelle-France. Donc, c'est Benjamin Franklin, d'ailleurs, c'est souvent l'exemple, le père des États-Unis, un des pères fondateurs, fils de Nouvelle-Angleterre, il était de Boston, devenu l'un des esprits les plus lucides de son temps, observe avec une admiration, non, Philadelphie, pardon, je m'excuse, c'est Philadelphie, Franklin, mêlée de fierté que nulle part ailleurs dans le monde occidental, la croissance humaine n'est aussi soutenue et aussi prometteuse. C'est sur ce socle démographique que repose en définitive la puissance potentielle des colonies britanniques en Amérique du Nord. Pensez-y, ils sont arrivés au 17e siècle. Québec est fondé en 1608. Le Mayflower, Boston, on a la date de fondation est 1630. Français et Anglais sont arrivés en même temps. Et c'est vrai, la population double aux 25 ans. Vous avez juste à faire vous faites des calculs à partir de 1630 jusqu'à 1750. Vous avez quelque chose d'assez phénoménal. La société coloniale britannique vers 1750 est par contre d'une diversité saisissante qui tranche avec l'image trop souvent simplifiée d'une Amérique uniformément anglaise et protestante. Certes, les descendants des premiers colons anglais forment le groupe le plus nombreux, mais ils sont loin de constituer une majorité absolue. Autour d'eux se pressent des communautés d'origine et de confession très variées. Les puritains de Nouvelle-Angleterre, héritiers des pères pèlerins, maintiennent une culture religieuse austère et une vie communautaire intense, centrée sur la congrégation et l'école paroissiale. Donc, c'est drôle de penser que Boston, maintenant, plus tard, va accueillir tant d'Irlandais catholiques, alors que les protestants, même pardonnez le lapsus, alors que les puritains, même chez les protestants, étaient vus comme très sélectifs. Je dis perception, mais la lettre écarlate, les sorcières de Salem, c'est les puritains. Ça veut pas dire que attention, je dis rien contre les puritains. C'est pas du tout ça le but. Mais c'est juste dire que ça fait drôle quand on va à Boston, il y a une communauté irlandaise très importante. Et il y a un passé puritain qui peut pas être nié. Alors ça, c'est pour le Massachusetts. En Pennsylvanie, les Quakers, mais oui, les Quakers, fondateurs fidèles au principe de William Penn. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la Pennsylvanie, cohabitent avec des vagues successives d'immigrants allemands, luthériens, réformés, ménonites, qui ont fui les guerres et la misère du vieux continent pour trouver dans le Nouveau Monde la terre, la liberté de conscience qu'ils cherchent. Faut comprendre, l'Allemagne a connu la guerre de 30 ans. Toute l'Europe a connu des guerres de région, mais la guerre de 30 ans, ça a été pas mal, ça a été intense. Et voilà, donc c'est pour ça que la Pennsylvanie, c'est pas les seuls, mais il y a quand même, on associe souvent les Amish
à la Pennsylvanie. Les Quakers ont, et l'histoire l'a prouvé, là, ont une mentalité pacifique, plus pacifique que les autres. Par exemple, c'est de loin la colonie de Pennsylvanie. Je vous disais que chaque colonie est autonome. La Pennsylvanie, c'est de loin la colonie qui va avoir les meilleures relations avec les Autochtones. Donc, c'est un message de tolérance. Je suis pas spécialiste vraiment, je suis pas théologien, mais voilà. Alors, William Penn a fondé la Pennsylvanie et Philadelphie, ça veut dire la ville de l'amour universel. Alors, donc ça, c'est pour... donc, vous voyez, il y a beaucoup de message, l'idée d'une certaine liberté de conscience dans la création de ces 13 colonies. Mais il y a des contrastes. Alors, on a aussi les Écossais irlandais. Là, ici, ces presbytériens robustes et têtus venus d'Ulster, qui s'installent de préférence dans l'arrière-pays des colonies centrales et méridionales, et défrichant des terres que les colons côtiers jugent trop éloignées et trop dangereuses, et les Huguenots français, châchés de leur pays par la révocation de l'édit de Nantes en 1685, ont apporté leur savoir-faire artisanaux et leur esprit commerçant à Charleston, à New York et en Virginie. Là, je vais vous montrer une autre carte. J'ai trouvé cette carte-là, elle est intéressante. On voit, bon, rose, c'est racine anglaise. Brun, c'est les Allemands. Là, quand on parle d'Allemands, on parle d'Autrichiens, de Prussiens, de Bavarois, de Wittenbergeois, bon, voilà. Ce serait plus juste de dire les Allemagnes plutôt que l'Allemagne. L'Allemagne n'existe pas à ce moment-là. Et les Suisses. Les Suisses qui sont généralement des Suisses germanophones. Ensuite, en jaune, ce sont nos amis les Écossais et les Irlandais. En mauve, c'est le reproche que je fais un peu à la carte. Là. Je trouve que bon, le mauve ce sont les esclaves, les Noirs, parce qu'en 1750, c'est ça, c'est des citoyens, même quand ils sont libres, c'est des citoyens de seconde zone. On a les Hollandais. Les Hollandais, on les retrouve surtout dans la vallée de New York, dans la région de New York. C'est logique parce que New York, c'était Nouvelle-Amsterdam. Albanie, c'était fondé par c'était des territoires allés jusqu'au 17e siècle qui étaient hollandais. Donc, ça, c'est normal qu'on les retrouve là, essentiellement, il y a une raison. Les Écossais, les Highlanders, non, voilà. Ils sont plus dans la Caroline du Nord. À présent, les Français, il y a du bleu. Bon, c'est justement, ils sont en Caroline du Sud, près de Charleston. Ça, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, permettez-moi l'anecdote, mais si vous avez lu le roman Nord-Sud, en fait, les tomes Nord-Sud, la série, je sais qu'elle passe en ce moment sur Prise 2 au Québec. Le personnage joué par Feu Patrick Swayze, Henry Maine. Quand on lit le roman, c'est pas le roman de l'auteur John Jakes, on parle des ancêtres, les ancêtres de Georges Orgeard, le nordiste, et les ancêtres de Henry Maine, le sudiste. Eh bien, ça commence en France sous Louis XIV, au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes. Et il se sauve de prison parce que il connaît donc. Il s'appelle Henry Maine et c'est un Français qui va être finalement qui va faire qui est le personnage central qui représente le sudiste. Mais l'auteur John Jake a fait quand même un travail de recherche. C'est juste pour vous dire que la présence française, la présence huguenote, et quand on lit le livre, il y a beaucoup de noms français dans la région de Charleston. Il y a eu beaucoup d'huguenots français qui se sont installés là. Les huguenots, c'est les protestants. Grosso modo, c'est des calvinistes, mais ça peut être aussi d'autres églises protestantes. Mais c'est le terme qu'on emploie. Donc, je peux juste vous dire ça. C'est juste pour dire, il y a des Français. Donc, c'est là que je vous dis, ils sont pas arrivés. C'est pas les Français. Vous avez vu, les Français sont pas installés comme aujourd'hui, les Franco-américains, près de la frontière avec le Québec, le Canada. Non. Ils sont vraiment au sud. Au sud ou bien la Virginie fait partie du sud. Bon.
l'édit de Nantes de 1685 a interdit finalement toute la religion prétendue réformée. C'était le terme qui est employé dans le terme. Tout le monde doit être catholique. Il est illégal d'être d'une autre foi en France. Avant, les protestants avaient une liberté de culte qui leur permettait de servir dans l'État, qui, bon, même s'il y avait c'est l'édit de Nantes de 1598, je cite de mémoire. Mais là, je pense que je vais trop loin. Mais ce que je veux voir, vous voyez, c'est une population qui est quand même, c'est pas juste, je m'excuse d'employer l'expression, c'est pas juste white English. Non, ce n'est pas seulement WASP ou white Anglo-Saxon Protestant. On est vraiment dans quelque chose, il y a les Anglais, ils sont pas tous anglicans. Massachusetts, la plupart à cette époque-là sont puritains et non pas de l'Église d'Angleterre. Le Maryland est encore une terre. Le Maryland, c'est une terre de catholiques essentiellement. Parce que quand on a fait la réforme en Angleterre, ceux qui étaient trop protestants, on les voulait pas. Ceux qui étaient trop catholiques, qui voulaient rester catholiques, on les voulait pas. Donc, on a dit partez en Amérique. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de plan de colonisation. C'est juste partez. Alors, c'est pour ça que les premières colonies, c'est vraiment, on dirait que Massachusetts puritain, Maryland catholique, Pennsylvanie Quaker. Bon, c'est la raison. OK, bon, j'ai passé un peu trop de temps. La structure. Les anglicans. Hein, bon, voilà. Les anglicans, bon, quand on dit un anglican, c'est quelqu'un qui suit les rites de l'Église anglicane, l'Église d'Angleterre. C'est ce que ça veut dire. L'anglican, enfin, domine la vie officielle des colonies du Sud où l'Église d'Angleterre est établie par la loi et où les grands planteurs siègent au conseil paroissiaux avec la même assurance qu'ils trônent dans leurs assemblées législatives. Ça affecte les structures sociales des colonies, hein. Elles aussi profondément différenciées selon les régions. Dans les colonies du Sud, Virginie, Maryland, Caroline du Nord, Caroline du Sud, donc le Sud, là, c'est finalement, grosso modo, Maryland jusqu'à la Georgie. Il y a comme une aristocratie de planteurs qui exerce une domination sans partage sur la vie économique et politique. Ces hommes dont les noms Bird, Carter, Lee, Jefferson, Thomas Jefferson, Virginie, sonnent comme des titres de noblesse, possèdent des milliers d'hectares, des terres fertiles, des dizaines, voire des centaines d'esclaves, et exercent sur leur domaine une autorité quasi seigneuriale. Dans les colonies du centre, la Pennsylvanie, le New Jersey, New York, ce sont les marchands qui dominent, les avocats, les propriétaires terriens, mais de taille intermédiaire. Donc, c'est pas des grands domaines. C'est eux qui vont constituer l'élite sociale pour ces États-là. En Nouvelle-Angleterre, ça, c'est intéressant. La hiérarchie est plus souple, dominée par des négociants, des armateurs, des pasteurs et des juristes, dont l'influence repose davantage sur le talent et la réussite professionnelle que sur l'héritage familial, donc le self-made man américain. D'ailleurs, on a le premier nom qui me vient en tête, je pense que c'est lui qui est le plus essentiel, c'est John Adams, qui est un avocat et qui va devenir le deuxième président. En fait, il était aussi le premier vice-président des États-Unis. Il est devenu le deuxième président des États-Unis. À l'époque, le vice-président était des fois opposé au président. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait pas de c'est un autre affaire. Mais la première élection présidentielle américaine, c'était le candidat qui finissait premier était président, c'était George Washington. Celui qui finissait deuxième, qui voulait être président, mais qui finissait deuxième, c'était le vice-président. Donc, des fois, ça faisait des gens opposés. Il y a eu un amendement constitutionnel, c'est pour ça, donc ça n'a rien à voir avec... John Adams a été le deuxième président des États-Unis. Il a été ambassadeur en France. Son fils a été président des États-Unis aussi. C'est le personnage d'Anthony Hopkins dans le film L'Amistad. Alors voilà. Donc, par contre, il y a les élites, mais sur 1 million de personnes, c'est pas toutes des élites, hein. Et ça veut pas non plus dire que c'est tous des idiots, loin de là. Mais il y a des gens qui sont pour, ce que je veux dire.
La marche des artisans, des journaliers, des fermiers modestes et des engagés sous contrat forment le socle silencieux de cette société en construction. Au bas de cet édifice social, alors encore plus bas que les artisans, se trouvent les esclaves africains, dont la condition constitue la contradiction la plus criante d'une société qui se réclame volontiers des valeurs de liberté et de prospérité. En 1750, environ 200 000 esclaves peuplent les colonies, soit quelques 17% de la population totale. Leur concentration est maximale dans les colonies du Sud où les colonies de plantation reposent entièrement sur leur travail forcé. En Caroline du Sud, les esclaves sont si nombreux qu'ils constituent déjà une majorité de la population. Une réalité démographique qui engendre une part sourde et permanente chez les maîtres blancs. D'ailleurs, la Caroline du Sud, c'est le premier État à déclarer sécession en 1860. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est facile, évidemment. Je connais la fin de ce film-là. Vous la connaissez. On sait que dès l'élection de Lincoln, premier État qui fait sécession, Caroline du Sud. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, maintenant, on peut voir que ça se préparait. Il y avait déjà un terrain. Si on fait de l'Uchronie, ça aurait peut-être pu mener ailleurs, mais là, j'en fais pas. Mais on voit des tendances dans l'organisation des 13 colonies, c'est pour ça que je voulais faire ça, qu'on voit dans les États-Unis, même si je ne suis pas un spécialiste des États-Unis d'Amérique, je suis plus familier avec les États-Unis mexicains. C'est le nom officiel du Mexique en passant. Estados Unidos Mexicanos. Alors, en Caroline du Sud, les esclaves, ils font quoi? Ben, ils travaillent dur, ils cultivent le tabac en Virginie et dans le Maryland, travaillent à la récolte de l'indigo et du riz dans les Carolines, et leur labeur quotidien est visible aux yeux de l'histoire officielle et pourtant le véritable moteur de la richesse coloniale méridionale. La traite négrière transatlantique alimente continuellement ce système de navires négriers partant des ports de Bristol et de Liverpool, font escale sur les côtes d'Angleterre. Oui, c'est évidemment, mais s'ils partent de Bristol ou de Liverpool, font escale sur les côtes d'Afrique occidentale avant de traverser l'Atlantique dans des conditions d'une brutalité inhumaine pour décharger leur cargaison humaine dans les ports de Charleston, d'Annapolis ou de Jamestown. Donc, l'économie des 13 colonies vers 1750 présente un visage d'une grande diversité régionale, reflet fidèle des différences de sol et de climat et de vocation sociale. En Nouvelle-Angleterre, les terres sont souvent pauvres, rocailleuses, peu propices aux grandes cultures. Mais la mer compense largement ces insuffisances. Les pêcheurs de Gloucester, de Marblehead parcourent les bancs de Terre-Neuve en quête de morue, une ressource si abondante et si précieuse qu'elle structure toute l'économie de la région. Les armateurs de Boston et de Newport bâtissent des flottes marchandes qui sillonnent l'Atlantique, transportent le poisson cherché vers les Antilles, le sucre et la mélasse vers la Nouvelle-Angleterre, le rhum distillé vers les côtes d'Afrique et des esclaves vers les colonies du Sud. C'est le fameux commerce triangulaire dont les profits alimentent la prospérité des grandes familles marchandes de Boston. Dans les colonies du centre, le blé, le seigle cultivé dans les riches plaines de Pennsylvanie et du New Jersey font de Philadelphie le premier port exportateur de céréales des colonies. Les forêts fournissent du bois de construction, du goudron et du gréement aux chantiers navals britanniques. Dans le sud, enfin, le tabac de Virginie et du Maryland reste la grande culture commerciale du siècle, même si son prix sur les marchés européens fluctue dangereusement, plongeant régulièrement les planteurs dans l'endettement envers leurs fournisseurs londoniens. Ces relations commerciales avec la Grande-Bretagne sont encadrées par un système de réglementation mercantile, les Navigation Acts, actes de navigation qui visent à faire des colonies un espace exclusivement au service de l'économie métropolitaine. Il reste que la différence de la Nouvelle-France, on l'a vu, ils ont des armateurs, il y a quand même une industrie qui est beaucoup plus autonome. Alors que la Nouvelle-France, comme je l'ai dit, on est plus sur l'exploration, la construction de ports et la chasse aux castors. Voilà, donc c'est parce on n'est pas loin. Hein, dans les faits, on est au début de la révolution industrielle. Évidemment, les gens là-bas ne savent pas encore, mais l'Angleterre va connaître la révolution industrielle vers 1760. On peut
discuter des dates, là, mais c'est dans ces coins-là. Donc, ils ont des tanneries, des fonderies, des ateliers textiles, ce que nous n'avons pas, ce que nos ancêtres n'avaient pas en Nouvelle-France. Même si l'Angleterre fait en sorte que ça reste modeste, c'est déjà beaucoup mieux que ce que en France, Colbert, les forges du Saint-Maurice, on n'a pas fait, on n'a pas fait, on n'a pas fait en sorte de faire fructifier l'investissement. Donc, chaque colonie dispose de sa propre autorité. C'est là d'ailleurs un des problèmes. C'est-à-dire, c'est très décentralisé. Oui, ils ont allégeance à la couronne britannique, mais par exemple, c'est comme les petites républiques, hein. Ils se considèrent, ils ont leur propre monnaie. C'est vraiment, c'est très décentralisé. Et ça va, c'est un des problèmes. Si on parle, et c'est le seul élément militaire que je vais parler, chaque colonie dispose. Ah ben attends, on va aller les voir, hein, étant donné que c'est la guerre d'indépendance, c'est le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Bon, ils ont leurs fusils. Ces milices sont organisées sur une base strictement décentralisée. Il n'existe aucune autorité militaire commune capable de les coordonner, aucun commandement unifié susceptible de les engager dans une action concertée. La plupart du temps, elles sont convoquées pour des opérations défensives locales, repousser un raid amérindien, protéger une frontière menacée, et se dispersent aussitôt la menace écartée. Leur entraînement est souvent insuffisant, leur discipline laisse à désirer et leur équipement est hétéroclite. Les forts disséminés le long de la frontière occidentale de l'Adirondack, le lac Champlain, donc voilà, au Piémont des Carolines, forment une ligne défensive dont les maillons sont encore fragiles et mal reliés entre eux. Pour assurer une défense sérieuse contre les incursions ennemies, les colonies dépendent largement des régiments réguliers de l'armée britannique et de la Royal Navy, dont la présence dans les eaux. Alors, voilà, hein, on se rapproche de ma thèse, là, hein, et pas seulement ma thèse, là, j'ai pas eu le génie de l'inventer, là. La marine britannique va jouer un rôle fondamental là, dans la prise de la Nouvelle-France en 1763. Donc, je garde ça, mais il y a des gros changements à faire aussi au niveau des opérations terrestres du côté britannique, et c'est ce qui va être entrepris avec des circonstances un peu funestes, entre autres pour les Acadiens, à partir de 1754. On va parler de ça dans le prochain épisode. C'est le début de la guerre de 7 ans. Ça va être le début de la guerre de 7 ans. Officiellement, là, on a fait qu'est-ce que ça avait l'air à la base avant. Là, on a passé beaucoup de temps. Merci de votre patience. C'est fini. Là, maintenant, place à la guerre, si je peux dire. Hein? La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Hein? Les gens de ma génération, vous pouvez m'écrire pour savoir si vous avez reconnu de quel film ça provient.